Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de l'Aparté de la Rédac, votre rendez-vous tous les soirs sur 8 Mont Blanc du lundi au jeudi pour une interview. On prend le temps avec nos invités et ce soir, je suis en liaison vidéo avec vous, Marion Poitvin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Vous êtes secouriste en montagne, guide de haute montagne, CRS, professeur à l'ENSA, l'École nationale de ski et d'alpinisme, et présidente de l'association Lead the Climb. Et vous venez de sortir ce livre, Briser le plafond de glace, paru aux éditions Paulsen, collection Guérin. Première question, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre, tout simplement? Eh bien, c'est les Charlie Buffet des éditions Guérin qui est venu me solliciter en me disant on est bien conscient qu'on n'a pas beaucoup de femmes alpinistes qui ont publié, parce qu'il y a toujours eu beaucoup de femmes en alpinisme, mais elles ont été longuement invisibilisées. Et donc là, il est venu me voir en me disant que je pense que tu as des choses à raconter et il m'a proposé d'écrire mon histoire. Donc, merci le Covid et les confinements, ça m'a donné un petit peu d'espace-temps pour pouvoir réaliser ce projet. Vous commencez le prologue du livre avec cette phrase « Je ne suis pas né féministe ». Est-ce que ça signifie que vous l'êtes devenu au fil des années? Ah oui, et je pense que c'est indispensable aujourd'hui. Mais effectivement, jeune adolescente, petite fille, j'avais pas du tout pris conscience qu'il pouvait y avoir des différences entre les hommes et les femmes, et je voyais pas pourquoi il y en aurait de toute façon. Vous avez été la première femme à être admise au groupe militaire de haute montagne. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? C'était vraiment le commencement de tout, parce qu'à partir de là, j'étais alpiniste professionnelle. J'étais vraiment rémunérée à vivre de ma passion, à m'entraîner du lundi au vendredi, à partir en expédition aux quatre coins du monde. Et là, ça a été vraiment... j'osais pas y croire en tant que petite fille, jeune ado. J'avais envie d'aller en montagne, j'avais envie d'être là-haut. Je savais que je voulais un job où je pouvais être là-haut, mais je voyais pas comment concilier... des revenus pour pouvoir vivre et payer un loyer, et puis à la fois pouvoir vivre ma passion, parce que c'est une passion quand même qui est très chronophage et qui coûte quand même relativement cher. Tout le matériel est cher, et ça prend beaucoup de temps de partir pour une expédition, une course en montagne. Vivre de cette passion, athlète sponsorisé en France, c'est assez compliqué. Dans les autres pays, c'est plus facile. Il y a des grosses marques qui payent les athlètes pour faire que de l'alpinisme. Mais en France, ça n'existe pas vraiment ce statut-là. Du coup, je voyais pas comment faire et j'étais loin d'imaginer que ce serait l'armée française qui m'apporterait cette solution. Donc voilà, c'était vraiment le début de tout de l'alpinisme professionnel. Toujours dans ce livre, vous dites que la montagne vous a aidé à vous sentir forte, ce qui n'a pas forcément été le cas dans la société en bas. Comment est-ce que vous voulez expliquer ce décalage? En tant que jeune femme, j'ai fait ma première course, j'avais 15 ans, sur la pointe Isabella, dans le massif du Mont Blanc. Et c'est vrai qu'en tant que jeune ado, jeune femme, on subit, enfin moi, je subissais beaucoup de pression. J'étais pas très à l'aise à l'école. On regarde beaucoup comment t'es habillé, et puis la marque de tes vêtements, et puis le style que t'as, et puis si t'es bien rasé sur les jambes, si t'as pas trop d'auréoles sous les aisselles, si tes cheveux sont pas trop gras. Enfin, on est tout le temps très regardé, très jugé. On est très dur entre nous quand on est à cette période de l'adolescence. Tout le monde est, je pense, pas très bien dans ses baskets et on se juge beaucoup. Et du coup, quand j'étais là-haut, c'est vrai que je pouvais faire ce que je voulais. Je me sentais vraiment libre de m'arrêter et faire pipi où je voulais, et puis de mettre le même t-shirt pendant 3 jours. En fait, on s'en fiche. C'était vraiment pas ça l'objectif. C'était d'être là-haut et de profiter du grand air. Et puis après, c'est vrai que enchaîner des courses de 10, 15 heures et parfois plus, physiquement, ça donne des grosses épaules, au risque de se faire appeler, de se faire surnommer Schwarzenegger avec des grosses épaules, comme je raconte dans mon livre. Mais au moins, je me sentais forte physiquement et je savais que du coup, je craignais rien. En fait, en tant que jeune femme, on a aussi largement intégré qu'on est potentiellement des proies sexuelles, des victimes. C'est-à-dire que quand il y a une agression, c'est souvent la faute de la victime. Elle avait qu'à pas s'habiller comme ça, elle avait pas à être là à ce moment-là, elle avait peut-être qu'à moins boire. Je rencontre mon expérience personnelle, je raconte un viol où je fais une soirée et j'ai trop bu, et malheureusement un garçon en a profité. Et ça, c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui et encore assez souvent, qui devraient plus être un tabou. Et donc, de fait de faire des grandes courses physiques et des grands efforts, je me sentais vraiment forte physiquement, et je savais qu'il ne pouvait rien m'arriver. Ma maman, elle me laissait sortir le soir. Elle me disait, tu peux sortir où tu veux en boîte de nuit, je te fais confiance, il n'y a pas de problème. Mais juste, tu mets des chaussures avec lesquelles tu peux courir. Voilà, donc elle savait qu'il y avait des risques, elle savait qu'il y avait des dangers. Elle me faisait confiance. Et voilà, la montagne, ça m'avait apporté cette force-là physique et aussi cette liberté quand on est là-haut. Depuis toujours ou presque, vous évoluez dans des univers masculins. Quels sont les avantages à être une femme, justement, dans ce type d'univers?
Pour mon entrée au groupe militaire de haute montagne, j'ai clairement bénéficié de discrimination positive. C'est-à-dire que j'étais parmi les meilleures femmes alpinistes du moment. J'étais dans l'équipe nationale d'alpinisme féminine qui venait juste d'être créée. Mais j'étais quand même loin du niveau du meilleur des hommes. Le décalage a seulement déjà 20 ans, 21 ans entre le meilleur homme et la meilleure femme en alpinisme, il est très important. Et donc là, j'ai bénéficié de, voilà, le commandant du groupe à ce moment-là, Thomas Fleischer, m'a fait confiance en me disant, bah voilà, on pense que tu as un bon potentiel, on pense que tu as vraiment une énorme motivation et que tu vas pouvoir rattraper le niveau technique des autres alpinistes hommes. En tout cas, on va tout faire pour que tu puisses le réaliser. On va te donner du matériel, on va te donner des conseils, des capacités, enfin des possibilités d'entraînement. Et ça a marché. Je pense que au bout de 3 ans et demi au groupe militaire de haute montagne, j'avais un niveau technique comparable aux alpinistes, aux autres alpinistes du groupe. Mais j'ai quand même subi le plafond de glace au bout d'un moment parce que les gars, ils partaient faire des grandes courses entre eux parce qu'ils avaient déjà fait des courses entre eux, ils avaient plus d'expérience entre eux et du coup, ben, ils continuaient à pratiquer entre eux. Et moi, j'ai pas réussi à vraiment rentrer dans bah voilà, dans ce jeu des cordées et puis des grandes faces. À chaque fois qu'il fallait partir pour une grande face, il y avait toujours ils préféraient partir avec un copain, avec qui ils s'entendaient mieux, avec qui ils avaient déjà fait des ascensions. Et du coup, c'est le même problème que le stagiaire qui trouve jamais de stage parce qu'il n'a pas assez d'expérience. Il y a un moment, il faut bien commencer quelque part. Et moi, j'ai pas réussi à briser ce plafond de glace. Donc après, j'ai quitté le GMHM. Est-ce que vous sentez encore, malgré tout, aujourd'hui, une défiance de la part de certains hommes par rapport au fait que vous soyez une femme? Alors, je pense que moi et beaucoup d'autres femmes alpinistes, guides ou secouristes en montagne, on subit régulièrement des petites remarques, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est jamais franchement méchant. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est bon. On a vu que les femmes pouvaient être très fortes en alpinisme. Catherine Destivelle nous l'avait déjà montré dans les années 80-90. Elisabeth Revol nous l'a remontré encore récemment en Himalaya. Et puis, il y a régulièrement des femmes qui réalisent des grandes ascensions dans le massif du Mont Blanc ou en Himalaya ou en ski ou dans le monde entier. Donc, je pense que maintenant, on sait que c'est bon, les femmes, elles peuvent faire ces métiers-là. Mais c'est juste des petites remarques au quotidien. On appellerait ça le sexisme ordinaire et j'en parle beaucoup dans mon livre. Voilà, ces petites remarques, ces petites blagues du genre dès que tu prends la bagnole pour du boulot, pour aller sur une mission, femme au volant, me retournant. Bon, ben, en fait, c'est pas très drôle, c'est plus très drôle. Déjà, c'est pas vrai. C'est les hommes qui perdent le plus de points sur la route. Et puis c'est hyper déstabilisant. Toi, tu es concentré sur ta mission et t'as pas du tout envie qu'on te rappelle que les femmes, elles savaient pas conduire pendant longtemps parce qu'on leur a interdit de conduire les voitures accessoirement et de passer le permis de conduire. Donc forcément, elles savaient pas très bien conduire. Ou encore ce genre de clichés, voilà, qui peuvent nous ramener au fait que soi-disant les femmes savent pas lire une carte routière ou soi-disant que les femmes font mieux à manger. Donc quand on part en déplacement, oui, bah c'est bien, il y a une femme maintenant, on va mieux manger. Voilà, c'est ces petites choses-là qui sont à la longue un petit peu usante. Mais après, enfin, moi, depuis, bah, ça fait 15 ans maintenant que je suis dans la fonction publique et que je pense que j'ai fait mes preuves entre l'armée et la police nationale, mon diplôme de guide d'haute montagne et encore d'autres diplômes. Donc, moi, je ne subis plus de remarques de ce style-là. Et puis, j'ai bien mis au point, voilà, avec les gens que je croise au quotidien, avec mes collègues, que ça, c'est les blagues voilà, les blagues-là, moi, ça me fait plus rire. Et puis quand tu es la seule femme au milieu de 10, 20, 30 collègues, ben, si chacun fait juste une toute petite blague, ça fait quand même 10, 20, 30 blagues. Donc ça fait quand même beaucoup à la fin de l'année. Donc ça, c'est des petits détails auxquels il faut faire attention parce que sur la durée, ça pèse. Pour finir, Marion Poitvin, un mot sur l'association Lean the Climb. Lead the Climb, c'est une association en 1901 qui est affiliée à la FFCAM, Fédération des clubs alpins de montagne. Donc c'est un club CAF qui propose des stages de formation au leadership et à l'autonomie dans les sports de montagne entre femmes. Donc c'est entre un bureau des guides et un club CAF, c'est-à-dire qu'on propose que des sorties avec de la formation encadrée par des professionnels, par des guides de haute montagne et de préférence des femmes guides, à savoir qu'il y en a que 25, j'estime à 25 le nombre de femmes qui exercent aujourd'hui en France sur 1500 guides. Donc certains stages sont encadrés par des hommes, mais des hommes qui se sont voilà, délibérément rapprochés de Lead the Climb parce qu'ils aiment la formation, parce qu'ils trouvent que le concept de partie entre femmes est intéressant. C'était important pour nous de faire des stages qu'entre femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes en alpinisme. Dans les fédérations, la FFCAM et la FFME, il y a 40% d'adhérentes, donc c'est plutôt des fédérations très mixtes, mais plus on monte en altitude, plus on monte dans la place de la cordée, voire dans la professionnalisation, donc dans le métier de guide de haute montagne, il y a moins de 2% de femmes guides de haute montagne en France.
et moins en voie de femmes. Donc là, l'idée, c'était vraiment de leur donner un espace, un moment et des conseils pour prendre le leadership, pour bien connaître les techniques et puis conduire des cordées en montagne. Donc vraiment pour lead the climb, pour mener sa grimpe. Merci beaucoup infiniment, en tout cas, Marion Poitvin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bravo, en tout cas, pour votre parcours. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur vous, je les renvoie sur notre page YouTube, puisque vous avez fait l'objet d'un épisode de notre émission En tête-à-tête en novembre 2020. Merci, en tout cas, Marion. Merci. On vous souhaite également, évidemment, plein de bonnes choses. Merci, en tout cas, évidemment, à vous également pour votre fidélité à nos programmes sur 8 Mont Blanc. On se retrouve très rapidement pour un nouvel Aparté de la Rédac.